L'affaire du sang contaminé commence dans les années 1980, mais éclate en 1991. C'est un véritable scandale qui secoue alors la France, mettant en cause de hautes personnalités politiques et des grands professionnels de santé publique. C'est l'une des plus grandes crises sanitaires françaises. À l'origine de cette affaire, le drame de la transfusion sanguine de 1980 à 85, 5000 personnes environ, dont 1200 hémophiles, en ont été victimes, contaminés par le virus du sida ou de l'hépatite C. Entre la découverte du virus et la distribution de sang contaminé aux hémophiles et aux transfusés, il s'est écoulé plusieurs années pendant lesquelles médecins et politiques n'ont pas su prendre les mesures nécessaires pour stopper la contamination. C'est le début d'un scandale sans précédent où se mêlent classe politique et médicale, enjeux financiers, victimes et morales. Tout commence en 1981 lorsque le virus du sida apparaît sur la côte ouest des États-Unis. Il touche au départ plusieurs communautés d'homosexuels. En France, c'est en 1982 que se crée le premier groupe français de travail sur le sida, à l'initiative, entre autres, de Willy Rosenbaum et de Jacques Lebovitch, qui ont diagnostiqué les premiers cas en France. On ne savait même pas que c'était un virus, on avait des suspicions, on ne l'a su qu'en juillet 82. C'était le début d'une épidémie, voilà. Et ça intéressait peu de monde, ça intéressait pas beaucoup de patients, c'est clair. Et donc ça intéressait pas beaucoup de monde, sauf des jeunes gens, des jeunes médecins. J'étais encore jeune à l'époque, c'était il y a quand même 30 et quelques. Les premières équipes en France qui s'en occupent, et en particulier autour de Willy Rosenbaum à l'hôpital Claude Bernard, ils sont quand même très troublés, mais ils sont d'abord troublés par le fait que ça touche quand même, ils voient des gens jeunes, des gens tous qui se déclarent gays, c'est pas banal, quoi. La maladie n'intéresse pourtant pas vraiment les chercheurs. À partir du moment où il y a une maladie minoritaire qui touche quelques dizaines, centaines de gens, c'est évidemment, on ne peut pas dire que ça circule dans tous les congrès, donc c'est très biaisé, forcément que c'est limité. La chose qui est sûre, c'est que les premiers médecins qui se sont occupés du sida, c'était des médecins qui étaient un petit peu en marche, qui étaient un peu originaux, que ceux qui auraient dû s'en occuper, les grands virologues, les grands rétrovirologues, se sont complètement désintéressés de cette question-là. Ça touchait des gays, des toxicos, c'était pas très intéressant. Dans les années 80-81, on en entendait parler aux États-Unis de cette nouvelle maladie qui arrivait dans les prisons américaines, concernant les homosexuels. Et petit à petit, on a commencé à en entendre parler en France, en 1982-83, concernant les transfusés, les transfusions de sang. Puis, en 1983, tombent les premières informations sur les modes de contamination. La transmission est sexuelle, elle n'est pas homosexuelle, elle est sexuelle. Bon, ça c'est la première information. Très vite, on apprend que les drogués, échangeurs de seringues, sont dans le coup aussi. Et de deux, et très rapidement, on va voir les premiers cas transfusionnels. Suite à cette découverte, Jacques Lebovitch lance sur la piste du virus le professeur Luc Montagnier de l'Institut Pasteur et le professeur américain Robert Gallo. Ils découvrent, en 83, avec leurs équipes, chacun d'un côté de l'Atlantique, un nouveau rétrovirus qui deviendra ensuite le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, responsable du sida, syndrome d'immunodéficience acquise. C'est un événement médical fracassant. Il n'y a pas tous les jours une épidémie de maladies transmissibles par le sang et par les échanges sexuels. Apparaît alors une circulaire de la Direction générale de la santé pour interdire les dons de sang de populations dites à risque que l'on nomme les 4 H, c'est-à-dire les homosexuels, les héroïnomanes, les haïtiens et les hémophiles qui déclarent des symptômes de la maladie. La circulaire DGS de 1983, qui cherchait à sécuriser les dons de sang à travers une politique d'exclusion des donneurs, a été très peu et très mal appliquée. Les collectes de rue se sont poursuivies, et notamment dans le quartier de Beaubourg, où un certain nombre de toxicomanes n'hésitaient pas à venir donner leur sang. Les collectes en prison se sont poursuivies également. C'est une circulaire en plus qui a été très très mal reçue, y compris dans l'opinion publique, parce qu'en fait elle stigmatisait un certain nombre certaines catégories de population. Et notamment, ça avait été relayé dans le journal Libération à l'époque, on parlait du sang des PD, ce qui était dire vraiment comment avait été ressentie effectivement la publication de ce document.
Moi, je me souviens très bien qu'au milieu des années, un petit peu plus tard, en 84-85, on était encore à écrire des papiers pour dire mais c'est une honte, il y a les toxicomanes ont bien le droit de donner leur sang et voilà qu'on leur interdit de donner leur sang parce qu'il y aurait-il un danger, les transfusés, etc. Donc il y avait quand même des réticences très fortes de comprendre que la santé publique relevait d'une certaine logique et que tout ce qui pouvait relever de la discrimination, de l'homophobie, c'était autre chose. Mais en France, les critères de sélection sont mal perçus et il paraît alors très délicat d'interroger les donneurs sur leur vie privée. Ce sont des pratiques auxquelles finalement les médecins à l'époque n'étaient pas vraiment préparés, ils étaient extrêmement mal à l'aise. Et de ce fait, un certain nombre de médecins donc dans ces centres de transfusion sanguine vont tout simplement évacuer le questionnaire et du coup, la circulaire ne sera effectivement pas mise en œuvre avant, je pense, le mois de janvier 1985. Il était relativement illusoire de construire une politique de sécurité sanitaire simplement sur la base d'un questionnaire en demandant au donneur s'il avait des pratiques à risque. Quand vous demandez à quelqu'un qui vient donner son sang s'il est homosexuel et qu'il ne comprend même pas pourquoi vous lui posez les questions, surtout s'il a eu un rapport ou deux ou trois, on ne sait pas, qui ne s'est jamais identifié comme un homosexuel pour autant, il ne comprend pas la question, il répond non. Donc évidemment que l'interrogatoire ne suffit pas à mettre à l'abri de la donation par les sujets à risque, évidemment. La communauté scientifique a du mal à se faire entendre. Toujours en 1983, le professeur Luc Montagnier émet l'hypothèse que le rétrovirus du sida est sensible à la chaleur. Aux États-Unis, des études confirment cette hypothèse et démontrent que le VIH peut être détruit par chauffage des produits sanguins. Cette pratique du chauffage a été appliquée dans un certain nombre de pays et elle n'a pas été appliquée en France. Sans doute pour des raisons de coût. On aurait pu tout simplement essayer acheter une licence tout simplement aux Américains qui procédaient déjà à la technique de chauffage du sang. Et en fait, on a plutôt imaginé en quelque sorte de nationaliser un procédé, ce qui a fait perdre énormément de temps. Car pendant ce temps, l'épidémie se propage. Début 85, l'étude du docteur François Pinault de l'hôpital Cochin à Paris, qui a testé 2000 dons de sang provenant de l'assistance publique, indique que 0,5% des donneurs sont positifs. On apprend même que la contamination peut atteindre 50 cas par semaine. Donc on a monté le dossier avec Pinault vers les pouvoirs publics et puis on a continué l'étude. On avait les chiffres en temps réel de ce que le désastre avait été et était en train de se réaliser toujours. Une urgence à arrêter les transfusions, sauf urgence vitale. Nous, on est dans cette position primum non nocere. Ça veut dire d'abord ne pas nuire. Si les transfusés peuvent être potentiellement contaminés, il en est de même pour les hémophiles, car leur maladie les oblige à utiliser des produits sanguins afin d'éviter l'hémorragie. Dans les années 84, à peu près, je me souviens, on a commencé à en parler à notre médecin en se disant « Est-ce que nous, on risque quelque chose pour nos enfants ?» Et le médecin nous a dit « Non, nous, c'est sécurisé, vous ne risquez rien. » C'était en dehors de votre monde, quelque part. Oui, tout à fait. On pensait vraiment que ça allait pas nous toucher, en plus les transfusions étaient fiables, tout ça. Enfin, je veux dire. Et les enfants étaient en bonne santé. Hein. Et les enfants étaient en bonne santé. À l'époque, le couple ne se doute pas du risque de contamination qui plane au-dessus de ses enfants. Nos enfants, de toute façon, étaient transfusés à peu près tous les 15 jours, 3 semaines. Pourquoi ? À peu près, en autotraitement, c'est-à-dire en prévention d'hémorragie. C'est-à-dire, c'était l'autotraitement à domicile. On a suivi des cours pour les piquer nous-mêmes, enfin faire les transfusions nous-mêmes. En fait, les hémophiles, ils sont d'abord dans une relation de confiance, j'allais dire inconditionnelle, avec les médecins qui les soignent. Donc, ils estiment qu'ils sont
qu'ils ne peuvent pas être exposés en fait à ces risques, que de toute façon les médecins qui les soignent et qui leur prescrivent effectivement des dérivés sanguins feront tout pour leur éviter d'être contaminés et ne peuvent pas de toute façon leur prescrire des produits qui soient dangereux. Le monde du sang, le monde des transfusés, le monde des hémophiles était un monde très à part. Hein. Ils vivaient dans Ils vivaient dans des structures de soins très particulières. Ils avaient des associations qui étaient complètement tenues par les médecins. Et ils étaient aussi, non pas sur une idéologie, mais quand même sur une philosophie qui était « Attendez, nous, on n'est pas atteints par cette maladie-là. On n'est pas atteints... » Voilà. Avec cette phrase qu'on répétait partout, « Mais le sang français est un sang pur, puisque c'est un sang qui venait du don. » Pourtant, en 1985, le diagnostic tombe. Stéphane et Laurent Gaudin, alors âgés de 8 et 5 ans, sont contaminés par le virus du sida. Stéphane a été le premier à être contaminé, on l'a su, c'était à peu près en janvier 1985. À ce moment-là, elle nous a convoqué, le médecin, en disant « Votre fils est né contaminé, le plus jeune ne risque rien, continuez à lui donner les produits. » Et puis après, Laurent a été contaminé parmi les derniers, en juillet 1985. Là, elle nous a dit aussi, le médecin nous dit « Non, mais c'est pas grave, ils sont simplement séropositifs, ils risquent rien. Et vous continuez à leur donner des produits non chauffés. » À ce moment-là, ce n'était pas une annonce qui nous est parue dramatique. Les médecins, pour minimiser l'affaire, vous disaient « Mais vous êtes des malades propres, entre guillemets, il n'y aura pas de conséquences. Vous serez immunisés, en quelque sorte. » Et c'était évidemment une contre-vérité absolue. Si des médecins ne prennent pas la pleine mesure de la maladie, c'est parce qu'à cette époque, le monde médical n'est pas d'accord sur la question de la séropositivité. Certains chercheurs considèrent en effet que la présence d'anticorps est la preuve que l'organisme a développé un système de défense contre la maladie. Ils avaient, les chercheurs, un peu le modèle ou le paradigme de la virologie classique. Et dans la virologie classique, il y a, quand on est contaminé par un virus, il y a ce qu'on appelle les porteurs sains, c'est-à-dire des gens qui ont été à un moment donné en contact avec ce virus. Il y a eu une réaction de leur système immunitaire qui s'est défendu et qui, de fait, on retrouve des traces des anticorps, mais rien ne bouge et il se peut que la personne vive 10 ans, 20 ans. Puisque le diagnostic d'infection par le virus du sida a été fait sur le fait qu'ils avaient des anticorps. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le fait d'avoir des anticorps, ce n'est pas protecteur. Même ma concierge peut comprendre, il n'y a pas besoin de faire une autre... On ne comprend même pas qu'on ouvre le dossier. Le principe de précaution, qui n'existait pas encore dans la Constitution française, qui viendra après tout ça, n'est-ce pas, interdisait évidemment qu'un sang séropositif soit jamais transfusé. Très vite, l'état de santé des frères Gaudin se détériore. Au niveau des défenses immunitaires, ils étaient affaiblis, c'est-à-dire qu'ils attrapaient des bronchites, des angines, ils avaient des eczémas, toutes sortes de choses qui se manifestaient. Zonas, oui, aussi. Des zonas aussi. Donc voilà, ça se manifeste comme ça. Puis une faiblesse assez importante. Ils étaient très fatigués. Plus ils rentraient dans la phase de la maladie, plus ils étaient fatigués. Ils ont été contaminés, le problème, ils ont été surcontaminés. Les gens qui étaient contaminés comme moi, par exemple, en 1984, sur nos ordonnances, on avait une étoile. Ça veut dire qu'on continuait de nous donner, nous, des produits contaminés, alors que circulaient déjà des produits qui étaient chauffés, qui n'étaient pas contaminés. Le fait de continuer à donner des produits effectivement contaminés à des hémophiles qui étaient déjà contaminés par le virus du sida ne pouvait que contribuer en fait à aggraver leur état de santé et à faire en fait que la maladie qui ne se déclare pas immédiatement puisse se déclarer encore plus rapidement, quoi. Il va s'écouler 6 mois avant que les hémophiles soient traités avec des lots purifiés. La presse s'empare alors de l'affaire et s'inquiète du risque de contamination par le don du sang. Malheureusement, quand ils ont pris acte qu'il y avait une transfusion contaminante par les fractions anti-hémophiles, c'était largement fait déjà. Il y avait déjà 20, 30, 40% d'hémophiles contaminés. Le drame épidémique avait déjà eu lieu. Pour la famille Gaudin, il est trop tard. Leurs 2 fils contaminés mourront quelques années plus tard, à l'âge de 15 et 11 ans.
Mais si le sida fait rage, l'hépatite C est aussi l'autre maladie du sang contaminé. Christiane Leveuf y a été exposée après une transfusion dite de confort lors de son accouchement. Censée lui donner un coup de fouet, la transfusion l'a contaminée. On m'a annoncé un soir à 7h moins le quart, vous êtes contaminé. Alors je peux vous dire que j'habite tout près d'une forêt. J'ai hurlé pendant 2 heures parce que j'avais un enfant quand même qui avait 18 ans. Et je me disais, il va falloir tenir la route. Je ne savais rien. Heureusement que j'avais un médecin traitant qui, lui, m'a tout expliqué. Mais à l'époque, et c'est vrai, « Oh, madame, ça évoluera à 25 ans. » Donc quand on vous dit 25 ans, vous vous dites « J'ai largement le temps, on verra bien. » Et je ne me doutais pas que c'était 25 ans d'enfer. L'hépatite C, Christiane Leveuf l'a découverte 10 ans après. Entre-temps, elle a donné son sang. Étant donné que j'ai donné mon sang pendant 11 ans et 3-4 fois par an, eh bien, écoutez, je vais vous dire, je ne dors plus depuis 1991. Je n'ai jamais pu m'endormir le soir sans penser que j'avais contaminé X personnes. C'est vraiment un très gros traumatisme. Le scandale du sang contaminé éclate en France en avril 91, à la suite, il ne faut pas l'oublier, des investigations d'une journaliste, Anne-Marie Casteret. Celle-ci publie dans une revue, L'événement du jeudi, un rapport prouvant que de 1984 jusqu'à fin 1985, le Centre national de transfusion sanguine a sciemment écoulé du sang potentiellement porteur du virus du sida. Plusieurs centaines de malades ont ainsi été contaminés par le sida et l'hépatite C en recevant des dérivés sanguins et des transfusions de sang. Les dirigeants des établissements de transfusion, en particulier ceux du Centre national de la transfusion sanguine et les pouvoirs publics, sont mis en cause pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires à la protection de la population. Pour les victimes, c'est le choc, un non-sens absolu. Ce sont les traitements médicaux même qui inoculent la mort. Alors, qui savait? Qui a laissé faire? Qui est responsable? Pour comprendre, retour en 1984. Aux États-Unis, on commence à prendre conscience de l'ampleur du virus du sida. Le laboratoire américain Abbott dépose un dossier d'enregistrement pour son test de détection de VIH. En France, Diagnostic Pasteur fait de même. En mars 85, le test Abbott est homologué aux États-Unis. Commence alors une bataille entre les deux laboratoires pour prendre le marché. Lorsque le test américain est soumis à l'agrément de l'administration française pour pouvoir être distribué en France, la société Diagnostic Pasteur n'est pas prête. Elle n'est pas en capacité de produire un volume suffisant de tests pour avoir une part de marché significative. Tout le jeu de lobbying des dirigeants de Diagnostic Pasteur a donc consisté à acheter du temps. Abbott avait déjà un test qui commençait à inonder tous les centres de transfusion. Et donc, il y a eu un freinage volontaire du test Abbott parce qu'on voulait, sur le plan industriel, que Pasteur puisse mettre son test sur le marché avant qu'on utilise le test Abbott. C'est qu'il fallait de la concurrence. Regardez tous les efforts qu'on fait aujourd'hui pour avoir un peu de concurrence sur le marché des téléphones. Nous pensions qu'il était mauvais qu'il y ait un seul industriel qui ait la maîtrise du marché français. Donc ce que nous souhaitions, et c'est ce que j'ai écrit, ce que nous souhaitions, c'est qu'on nous donne le délai pour produire. Je crois que c'est strictement ce que j'ai écrit, le délai pour produire. Laurent Fabius, alors Premier ministre, est accusé, tout comme ses conseillers et sa garde rapprochée, d'avoir favorisé les intérêts financiers du laboratoire français au mépris de la santé des malades. Il y a cette intervention extraordinaire du conseiller du Premier ministre, que d'ailleurs le Premier ministre n'a pas choisi, qui est là de droit, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il représente l'Institut Pasteur. Donc, ancien directeur de l'Institut Pasteur, François Gros, fait cette déclaration écrite: il faut encore retarder le test Abbott. Il faut encore retarder le test Abbott. C'est écrit de la main du conseiller du Premier ministre. C'est ça un des éléments, d'ailleurs, qui a alimenté l'affaire juridique, le côté juridique de l'affaire du sang. On avait fait des essais sur ces tests
Et il apparaissait que ces tests étaient très insuffisants. Alors, des erreurs qui ont été commises aussi à l'époque par les scientifiques, ils s'intéressaient beaucoup à ce qu'on appelait les faux positifs, c'est-à-dire que les tests pouvaient de temps en temps donner un résultat indiquant la séropositivité alors que c'était faux. Dès le mois de mai 1985, les tests de dépistage du virus sont disponibles, mais la première prise de décision sanitaire date seulement du 19 juin 1985, imposant le dépistage systématique et obligatoire du virus du sida et interdisant la transfusion de produits non chauffés. Mais la plupart des hémophiles sont déjà contaminés. Laurent Fabius, qui à cette époque-là est Premier ministre, décide le dépistage obligatoire. Décision positive à l'époque. Oui. Tardive, mais positive. Oui, bien sûr. Oui. Il a mis un petit peu le temps. Il était là, il ne savait pas exactement. Donc il l'a décidé le 19 juin 85, voilà, de dépister tout le monde. Mais pour nous, c'était déjà trop tard. Enfin, on aurait pu le faire avec les connaissances depuis 1983. On aurait pu le faire au moins un an avant. Dire qu'il a réagi lentement, c'est tout à fait inexact. Parce que le vrai risque du sida apparaît dans la presse le 13 juin. Et Fabius décide de rendre le test du sida obligatoire à l'occasion de transfusion sanguine 48 heures après. Laurent Fabius, quand il a pris la parole le 19 juin, qu'il a su ce qui se passait, il a dit on arrêtera de rembourser les produits au 1er octobre 85. Et on n'a jamais rappelé les stocks des produits contaminés qui étaient dans le frigidaire des hémophiles. Donc on a continué jusqu'au 1er octobre 85 à distribuer, à finir les stocks. Donc là, vous vous dites, c'est quand même aberrant, quoi. C'est en 1988 que sont déposées les premières plaintes contre le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, dirigé par le docteur Michel Garetta, pour distribution de produits sanguins infectés. Il devient alors, devant l'opinion publique, l'homme qui savait tout, mais qui a préféré se taire. Moi, je pense qu'on a énormément incité les hémophiles à se transfuser parce qu'on était une mine d'or. Voilà, on était une mine d'or pour la transfusion sanguine. Le docteur Garetta s'était dit, mais la transfusion sanguine va devenir une très grande transfusion sanguine. Il avait beaucoup de projets et à travers les hémophiles, on était une belle source de profit. Nous, j'ai calculé, il y a des moments dans notre frigidaire, pour transfuser les deux enfants, enfin perfuser les deux enfants, on avait des fois jusqu'à 100 000 francs de produits dans notre frigidaire. De l'époque. Voilà, remboursés par la sécurité sociale. Le Centre national donc, de la transfusion sanguine, à ce moment-là, est confronté à des difficultés financières réelles qui sont liées à des choix de tarification d'un certain nombre de produits sanguins. Et donc, pour limiter les pertes financières qui sont déjà avérées, préfère effectivement écouler des stocks. Il y a eu assez rapidement, par les associations des hémophiles, mais aussi à d'autres niveaux, la conscience que ce qui s'est passé en France n'est pas normal. Je pense que ce qui a frappé les esprits, c'est l'intensité de la contamination en France. Et quand on dit, mais à l'époque, quand il y avait 12 pays dans l'Union européenne et près de la moitié des cas de sida étaient en France, il n'y avait plus de discussion possible. On savait que la gestion politique, administrative, médicale du sida avait été mauvaise. En 1992, le docteur Michel Garetta, directeur du CNTS, se retrouve en première ligne. Il est visé par plusieurs plaintes de victimes et il est inculpé de tromperie sur les finalités substantielles d'un produit, c'est-à-dire d'infraction à la loi sur les fraudes. À l'époque, on avait déposé plainte simplement pour délivrance de produits avariés. On n'a jamais parlé ni d'empoisonnement, qu'on avait empoisonné. C'est comme si on délivrait un procès d'épicier. Donc là, on s'est défendu un petit peu comme on a pu. Puis les avocats, à l'époque, ils n'étaient pas au courant. C'était les premières affaires de santé publique. Oui. C'est la première affaire de santé publique, l'affaire du sang contaminé. Donc tout le monde était un peu démuni face à ce qui se passait, à l'ampleur du problème qu'on découvrait petit à petit. En 1993, la Cour d'appel de Paris condamne le docteur Michel Garetta à 4 ans de prison ferme. Il est reconnu coupable d'avoir écoulé des produits sanguins contaminés par le virus du sida. Avec lui, 3 autres médecins sont condamnés. La responsabilité pénale du docteur Garetta a beaucoup tourné autour d'un procès-verbal de réunion qui s'est tenu au mois de mai 1985, qui à la fois constate
non seulement que le stock de produits sanguins est contaminé, mais aussi qu'il est contaminant. Et nonobstant cela, au cours de cette réunion, la décision est prise d'écouler sur le marché tout ce stock de produits sanguins. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Essentiellement pour des raisons financières. Si ces stocks avaient dû être détruits, les comptes du CNTS en auraient été très significativement déséquilibrés. Quand on est allé en deuxième procès en juin 93, pareil, là on a pu un peu, bon, c'est là qu'ils ont eu un peu une petite condamnation, Garetta, bon. Hein, et c'est là qu'on a dit, il faut continuer parce que finalement, il y a d'autres responsables. La bataille ne fait que commencer pour les victimes et leurs familles. En 1994, une nouvelle instruction judiciaire pour empoisonnement est ouverte avec l'arrivée de la juge Marie-Odile Berthelat-Geoffroy qui met 32 personnes en examen, dont à nouveau le docteur Garetta. C'est ce qu'on appelle le volet non ministériel de l'affaire du sang contaminé. La période pénale concerne l'année 85 où on pouvait sauver un certain nombre d'hémophiles et on pouvait sauver un certain nombre de transfusés. Vous étiez transfusé, vous aviez une action en circulation en juin 85 à Paris, vous étiez transfusé lors d'une opération, eh bien vous aviez les plus grandes chances d'être contaminé. Est-ce que les milieux politiques ou les milieux industriels et financiers ont essayé d'une manière ou d'une autre de faire pression sur votre décision? J'ai eu des pressions, mais des pressions plus du parquet. Mais pourquoi donc? Ah ben c'est le parquet, c'est le parquet. Hein. Vous savez bien que le ministère de la Justice contrôle tout à fait le parquet. Nous n'avons pas d'indépendance de la justice, je le dis assez souvent. La juge d'instruction Berthelat-Geoffroy se heurte ainsi à sa hiérarchie qui semble vouloir limiter ses investigations à l'encontre des responsables politiques et médicaux. Une de nos premières actions a donc consisté à essayer d'obtenir du parquet une saisine globale, c'est-à-dire faire en sorte que le juge d'instruction ait la possibilité de conduire son instruction, non pas sur la situation de 60 plaignants, mais sur la situation de tous les transfusés et tous les hémophiles qui ont été contaminés. Et c'est ce à quoi s'est obstinément refusé le procureur de la République de Paris. Me refuser la saisine globale, c'était me freiner dans mes investigations, ne pas pouvoir faire un certain nombre de choses. La juge d'instruction était quand même complètement et perpétuellement cassée par la hiérarchie et en particulier par le parquet. Le parquet ne voulait pas de ce procès et donc passait son temps à traîner, à ne pas regrouper toutes les affaires, etc., comme on le verra d'ailleurs dans toute une série d'autres scandales sanitaires. Cela n'empêche pas Marie-Odile Berthelat-Geoffroy de faire une découverte fracassante lors de son instruction dans le volet non ministériel. Un protocole d'étude qui s'est révélé par la suite meurtrier. L'administration de la santé a conduit des études, qu'on appellera les études MIR, et a fait, sans qu'il le sache, rentrer dans ses protocoles d'études un certain nombre d'hémophiles depuis 1983 et a surveillé l'évolution de leur séropositivité jusqu'en 1985 et au-delà. Pendant 2 ans, ils ont fait une étude que maintenant on ne ferait plus du tout, parce qu'il y avait un groupe d'hémophiles qui avaient des produits chauffés et 3 autres groupes d'hémophiles qui avaient des produits non chauffés. Enfin, c'est incroyable. Et donc, ils se sont aperçus en décembre 84 que les produits chauffés préservaient, puisque tout le groupe des produits chauffés, il n'y en avait aucun dans tout le groupe, il n'y en avait pas un seul de contaminé. C'était une recherche, mais sur personne, enfin, c'est pas une recherche sur des animaux. Déjà confrontés à la maladie, les époux Gaudin découvrent en plus que leurs enfants ont fait partie de cette étude, à leur insu, des cobayes en quelque sorte. Comment vous avez su que vos enfants étaient des cobayes? On a demandé très tôt, on a été les premiers à demander très tôt des papiers à notre médecin qui a, sans se douter qu'on allait porter plainte, nous a donné le papier qui a été le plus important chez nous. C'est tous les prélèvements de sang qui ont été faits avec nos enfants, où on voit en bas de la feuille, négatif, négatif, jusqu'au moment où ils sont devenus positifs. Mais ils nous l'ont dit bien après. Le médecin qui suivait, entre guillemets, vos enfants à l'époque, lui savait parfaitement que c'était un risque sur 2 pour vos enfants.
Elle savait, à l'époque où elle nous a donné les produits pour transfuser nos enfants, elle savait que ces produits étaient à 100% contaminés à cette époque, puisque les statistiques disaient par rapport aux poules, au nombre de donneurs, par rapport à... Tous les lots étaient contaminés. C'était marqué dans les documents du centre de transfusion. Nous, on n'était pas tenus informés, bien sûr, de ces choses-là. Et elle continuait à nous donner toutes les semaines, tous les 15 jours, des produits contaminés. Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez découvert ça? J'étais effarée. Alors, l'effarement a été supérieur quand j'ai lu le compte-rendu des médecins d'hémophiles, nationaux, avec le Comité national de l'hémophilie, qui, leur compte-rendu était clair comme de l'eau de roche, et il faut protéger les hémophiles avec des produits chauffés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu croyais qu'ils ont alerté le ministère de la Santé? Non, ils ont décidé de faire un article dans une revue scientifique américaine, tout simplement. Mais le protocole MIR n'ayant pas fait l'objet d'une plainte particulière, bien qu'il soit inclus dans le dossier d'instruction, est écarté par un non-lieu. Cependant, l'instruction du volet non ministériel de l'affaire du sang contaminé se poursuit et la juge Marie-Odile Berthelat-Geoffroy n'hésite pas à mettre en examen des médecins, des administratifs et même des conseillers des ministres. Quand ces conseillers entraient dans son bureau, même pour une mise en examen, elle vous racontait des scènes où ils étaient d'un mépris pour cette juge. Quoi, moi, qui suis médecin, crois-moi, qui suis patron de... Vous osez me critiquer, et puis sortant toute une série d'expertises, voilà. Elle avait donc une position très, très particulière. J'ai un des mises en examen qui m'a dit, vous savez, madame le juge, on a le choix entre être un idiot ou un salaud. Alors, je choisis idiot. Je ne savais pas. Je savais sans savoir, parce que bon, il y avait quand même des documents. Ça a été un peu la défense de tout le monde. Un peu, oui, un peu, oui. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre, ils étaient complètement solidaires. Mm-hmm. Non, c'est un dossier de l'indifférence administrative. Parmi les personnes poursuivies, Jean Weber, alors PDG de Diagnostic Pasteur, qui fabriquait le test de dépistage du sida. Il est poursuivi pour complicité d'empoisonnement et soupçonné d'être intervenu auprès des pouvoirs publics en faveur du test Pasteur. C'était tellement déplacé que c'était non seulement incompréhensible, mais c'était inconcevable. C'était totalement inconcevable. Moi, je n'avais aucune responsabilité dans cette affaire. Moi, je suis un commerçant, je suis un commerçant dans la rue, je vends un produit. On veut me l'acheter, on ne veut pas me l'acheter. Bon. C'est vrai que je suis un ancien fonctionnaire du ministère de la Santé, et c'est vrai que j'ai le souci du malade. Donc c'est vrai que je dis, ben voilà comment on pourrait au mieux utiliser mon produit. Le dirigeant de Diagnostic Pasteur a joué le rôle qui est celui d'un industriel, c'est-à-dire qu'il a fait du lobbying auprès du gouvernement. Il a été dans ce rôle particulièrement efficace puisqu'il a su sensibiliser le gouvernement et l'administration sur un thème qui était un thème très cocardier, c'est-à-dire celui de la défense des intérêts de la France. Si les médecins, fonctionnaires et conseillers sont poursuivis, les ministres, eux aussi, sont mis en cause pour la première fois. Ils sont mis en accusation d'abord par la Haute Cour de justice en 1991, mais celle-ci classe sans suite la première poursuite en justice contre eux. Devant le tollé médiatique, le président François Mitterrand crée alors la Cour de justice de la République qui met, elle, en examen, en 1994, 3 ministres. Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales, le secrétaire d'État à la Santé, Edmond Hervé, et surtout le Premier ministre, Laurent Fabius, pour complicité d'empoisonnement. Avant que la Cour de cassation ne transforme ce chef d'inculpation d'empoisonnement en homicide involontaire, estimant qu'il n'y avait pas eu chez eux volonté de tuer. Les ministres se retrouvent alors devant la Cour de justice de la République, jugés par leur père. L'instruction est faite par des juges professionnels de la Cour de cassation.
L'audience est présidée donc par un juge professionnel et il y a autour d'eux des parlementaires qui sont élus par l'Assemblée et le Sénat à une majorité. Et à l'époque, on est en période de cohabitation, c'est la droite qui est majoritaire. Le fait qu'il y ait des parlementaires élus qui ont exercé des professions différentes, qui représentent la souveraineté nationale et qui savent comment s'élabore une décision au sein de l'État, comment fonctionne l'État, qu'ils soient présents aux côtés de magistrats, ça m'apparaît comme une bonne chose, permettant justement de couvrir l'intégralité des questions qui se posent. L'autorité constituante avait, dès le départ, verrouillé le fonctionnement de la Cour de justice de la République en ne prévoyant aucun statut pour les victimes. Les victimes, hémophiles ou transfusées, avaient la possibilité de déposer plainte, mais ne pouvaient pas se constituer partie civile. À partir de là, les débats étaient faussés. Nous, les victimes, nous n'avions pas le droit à la parole. Nous ne pouvions pas être partie civile, en quelque sorte, comme dans une autre juridiction. Par conséquent, ça tournait en rond entre procureurs de la République de l'époque et les ministres. Personnellement, j'aurais été partisan que, comme ça se fait devant certaines juridictions, on puisse les entendre, elles puissent venir crier leur douleur, etc., et sans qu'on leur donne devant cette audience un dédommagement, mais qu'elles puissent s'exprimer. Dans ce procès ministériel, les victimes ont la sensation d'être des laissés-pour-compte. Le procureur de la République avait comparé les hémophiles à des fumeurs en disant « écoutez, vous l'avez mérité ». Comme les fumeurs fument, ils ont le cancer, vous avez pris ces produits-là, vous êtes contaminé. Donc vous voyez un peu la façon et le niveau auquel le procureur de la République de l'époque a porté le débat. Quand on a été devant la Cour de justice de la République, qu'on a passé en réquisition avec l'avocat général et qui pendant 12 heures vous accuse, vous en tant que parent, d'être responsable de la contamination de vos enfants parce que c'est vous qui les avez transfusés, je peux vous dire que ça c'est une chose qui nous est toujours restée en travers de la gorge. Parce que nous, les parents, ne savaient pas. On perfusait nos enfants, on leur donnait ce produit pour leur donner une meilleure vie. Les ministres, eux, doivent se défendre de leurs actes cette fois-ci. Une première dans l'histoire de la Ve République. Fabius, par exemple, Georgina Dufoy ont été obligés de s'expliquer en public, ont été sur la défensive, ont été obligés de répondre point par point, tout le monde a pu poser des questions, et c'est ça qui, à mon avis, a été important. La stratégie pour défendre Georgina Dufoy a été de démontrer qu'elle n'était pas coupable, qu'il y avait trop de personnes entre ceux qui avaient l'autorité directe sur le problème de la contamination, sur le problème du chauffage, etc., et elle-même, à titre personnel, pour qu'on puisse lui imputer la responsabilité de ce qui s'était passé. Je me sens tout à fait responsable. Dans toutes les étapes. Pour autant, je ne me sens pas coupable, parce que vraiment, j'espère que je saurai vous montrer qu'à l'époque, on a pris des décisions dans un certain contexte qui étaient, pour nous, des décisions qui nous paraissaient justes. La phrase de la ministre Georgina Dufoy est alors reprise partout dans les médias. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire « je ne suis pas coupable ». Je n'ai pas commis le délit d'homicide, je n'ai jamais cherché à tuer quelqu'un, je n'ai jamais cherché à fausser le problème du sang chauffé, etc. Par contre, comme, vu mon rang hiérarchique, on peut considérer que j'ai peut-être commis des fautes qui peuvent engager la responsabilité civile de l'État, mais pas des fautes qui peuvent engager ma responsabilité pénale. Le ministre ne peut pas tout savoir. Le conseiller des ministres, oui. A-t-il présenté correctement son dossier pour que le ministre soit plus ouvert, disons, à la chose? Ce qui est étonnant, c'est qu'en France, tout de suite, les récriminations et les critiques se sont tournées vers l'État, vers les ministres, vers le Premier ministre. Dans les autres pays, c'est plutôt les médecins qui ont été mis en accusation. Chez nous, sans doute par tradition, comme l'État est très présent, très puissant, on s'est tourné vers les ministres. C'était une erreur d'analyse. Le 9 mars 1999,
Georgina Dufoy et Laurent Fabius sont relaxés par la Cour de justice de la République, qui souligne que l'action de Laurent Fabius a contribué à accélérer le processus décisionnel, c'est-à-dire éviter de nouvelles victimes. En revanche, Edmond Hervé, secrétaire d'État à la Santé, est condamné pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, mais il est dispensé de peine, la Cour estimant que son procès médiatique devant l'opinion publique valait sanction. Je crois franchement que, pour moi, qui n'étais pas l'avocat de Laurent Fabius, il était évident que Laurent Fabius devait être acquitté, que Georgina Dufoy, à mon sens, et là j'étais l'avocat, devait être acquittée parce qu'aucune faute personnelle ne pouvait être retenue contre elle. Le problème, et nous le savions tous, se posait concernant Hervé. Et c'est un peu, à mon avis, l'un des méfaits de la justice actuelle. À partir du moment où il est trouvé un coupable, effectivement, il était le seul coupable. Si les ministres avaient été jugés par une juridiction correcte ou dans des débats contradictoires, que nos avocats puissent intervenir, que, je veux dire, la lumière aurait été faite totalement, et je veux dire, tout le monde aurait à y gagner. Mais là, c'est pas de la justice. À partir du moment où il n'y a pas de débat contradictoire, ça veut rien dire. Il restera toujours des doutes. Pour tout le monde, il restera des doutes. C'est ça le gros scandale du procès des ministres. Je pense que moi, c'est un échappatoire pour les hommes politiques, la Cour de justice de la République. Cette instruction, qui avait été bien conduite par la formation d'instruction, a donné lieu à un jugement bâclé et somme toute politique, et c'est ce qu'on peut attendre de ce type de juridiction. Ce verdict du volet ministériel a suscité la colère des familles de victimes et relancé la polémique sur une justice à double vitesse, celle des citoyens, celle des puissants. C'était un procès qui était tronqué, il ne faut pas se cacher. D'ailleurs, après que le jugement a été prononcé, il y a eu des sondages qui sont parus un peu partout dans la presse. 85% des Français ont bien compris que ce procès était tronqué. Et le tribunal de l'opinion est particulièrement violent et cruel. Et Laurent Fabius, comme sa famille, ont subi très, très durement toutes ces accusations. On disait que Laurent était un criminel, qu'il était responsable de la mort de milliers de gens. Ses enfants ont été agressés à l'école. On a jeté sur eux de l'encre rouge comme du sang. En juillet 2002, la Cour d'appel de Paris rend un non-lieu général dans le volet non ministériel de l'affaire instruit par la juge Berthela Geoffroy. Aucune des 32 personnes poursuivies et condamnées, non-lieu confirmé par la Cour de cassation en 2003. C'est un nouveau coup dur pour les victimes et leurs familles. Après l'arrêt de la Cour de cassation, quel a été votre sentiment ce jour-là ? Ça a été un sentiment mitigé, parce que vous savez, quand vous vous battez pendant 20 ans, nous on a commencé en 84-85, et que vous faites plusieurs procès civils, procès administratifs, procès en pénal, procès Cour de justice de la République, c'est épuisant comme combat. C'est très épuisant. Et quand on vous dit c'est fini, c'est très dur à encaisser d'abord parce que vous vous dites on n'aura jamais la justice, on l'aura jamais. Et puis vous vous dites aussi dans un autre sens, il faut peut-être, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut plus rien faire, on a fait tout ce qu'on a pu, on s'est battu, on a fait ce qu'on a pu, et maintenant on va vivre aussi, peut-être aussi prendre le temps de faire autre chose, et puis voilà, parce que c'est comme ça. La décision de la Cour de justice de la République qui, tout à fait normalement, constatait que M. Fabius avait bien géré cette affaire, par construction, faisait que ceux qui avaient collaboré à la mise en place de ce test étaient dans la même situation. On ne voyait pas très bien comment le ministre aurait bien fait, et puis toutes les personnes qui étaient en amont de la décision auraient mal fait. Bon. Cette chambre de l'instruction a fait un arrêt de non-lieu général, sans même reprendre toutes les victimes, notamment les victimes de 85, bien évidemment. Et c'est un arrêt avec des non-sens juridiques extraordinaires. C'était quoi la décision? Pourquoi? Il n'y a pas d'infraction circulée, il n'y a rien à voir. Certes, ça s'est terminé non pas par un procès, mais par un non-lieu général, mais tous les actes
l'énorme instruction qu'elle a faite a été rendue publique. Et de fait, il y a maintenant de disponible une histoire du sida, une histoire de cette contamination, une histoire des hémophiles qui est absolument inouïe, ce qu'on n'aurait pas eu sans ces instructions-là. Le 18 juin 2003 marque la fin des dernières procédures de l'affaire dite du sang contaminé. Une affaire titanesque, tentaculaire, qui a duré plus de 15 ans. Le dossier au volet médical, ministériel et non ministériel, a connu plusieurs instructions et procès, mais c'est surtout le non-lieu général des 32 personnes poursuivies qui a suscité l'indignation et la colère des familles des victimes. Ce scandale du sang contaminé a mis en lumière le problème de la responsabilité pénale en santé publique. Mais ce procès a également mis en cause l'utilité de la Cour de justice de la République. Après avoir été très méfiant envers la Cour de justice de la République, je me suis rendu compte que finalement ce procès avait été positif. Une instruction comme je n'en avais jamais vécu et comme j'en ai pas vécu d'autres dans toute ma carrière. C'est-à-dire une instruction extrêmement bien faite, à charge et à décharge, comme on en voit rarement, une justice peut-être coûteuse, mais en tous les cas performante. Alors là, j'ai bien vu comment, dans une juridiction comme celle-ci, les parlementaires se vivaient vraiment en politique. Et d'une certaine façon, tous, de droite comme de gauche, se disaient « si j'étais ministre », tous rêvent de l'être, « si j'étais ministre, est-ce que j'aurais fait ça ?» Voilà. Donc on voit assez, et on en voit les dangers. Parce que la tendance, c'est à être trop bienveillant pour certains actes. Il y a des décisions postérieures de la Cour de justice qui sont manifestement excessives en bienveillance. La Cour de justice, c'est quand même une cour hallucinante, quand même en France, où c'est la seule cour où vous ne pouvez pas avoir d'avocat, où vous ne pouvez pas vous défendre en tant que victime. On a passé 3 semaines de procès à écouter les débats et puis, voilà, et puis à entendre à la fin que, il y avait quand même Edmond Hervé qui était responsable, qui était coupable, mais bon, il n'était pas condamnable, le pauvre. Mais l'affaire du sang contaminé a incontestablement permis des évolutions significatives en matière de santé publique, comme le principe de précaution, entré dans le droit français en 1995, puis promulgué dans la Constitution française 10 ans plus tard. Mais pas seulement. L'organisation même de la transfusion sanguine en France a été complètement bouleversée, puisque l'État a vraiment très largement repris en main cette activité. Et je ne vais pas dire qu'on a nationalisé la collecte du sang en France, mais on n'est pas très loin d'un processus de nationalisation, donc à travers l'établissement français du sang. Est-ce qu'il y a des aspects positifs, des conséquences positives de cette affaire ? Les causes positives, c'est qu'on sait comment ça allait se fonctionner. Et c'est après ce dossier-là qu'il y a eu la création des agences sanitaires. Parce que comme je l'ai démontré dans plusieurs dossiers, il faut que les alertes soient entendues. Regardez, c'est maintenant qu'on s'occupe des lanceurs d'alerte. Le côté positif de cette affaire est que sur le plan des relations entre les médecins et les patients, il y a eu une véritable révolution. Les hémophiles se sont défendus, ont imposé un certain nombre de règles, notamment de règles d'honnêteté, de règles de vérité. Il faut annoncer les risques. J'ai toujours dit, pendant toute cette lutte, que je préférais voir des personnes affolées plutôt que contaminées. Nos enfants ont quand même eu cette utilité de révéler aux gens qu'il faut faire attention à la politique, au système de santé, qu'on ne peut pas tout... C'est difficile. Hein. Ça console ? Un peu ? Ça console, non. Mais nous, on avait un devoir. On avait un devoir de dénoncer, de ne pas laisser faire. On l'a fait. On avait une montagne en face de nous, on l'a grimpée comme on l'a pu. On a fait tout ce qu'on a pu, on a rempli notre devoir. Et puis maintenant, c'était par amour pour nos enfants qu'on l'a fait. À l'étranger, en revanche, l'affaire du sang contaminé n'est pas clôturée. Car, dans les années 80, les contaminations d'hémophiles ont été très nombreuses en Irak, mais aussi en Tunisie ou en Grèce. Depuis, plus d'une centaine de procédures ont été lancées contre un laboratoire français accusé d'avoir continué à écouler du sang contaminé à l'étranger jusqu'en 1986.
Mais vous savez que même au CNTS, à un moment, dans toute cette correspondance et réunion qui était marquée top secret, à un moment donné, un des collaborateurs de Michel Garetta, voyant que le stock de produits qui étaient contaminés, on n'arrivait pas à l'écouler, puisque les hémophiles s'étaient quand même rendu compte, vers fin 85, que ça devenait très dangereux, eh bien, il y a eu l'idée géniale de proposer qu'on envoie tous ces produits dans le Maghreb, ce qui a été fait. Il est très difficile de faire la cartographie des contaminations dans ces pays, qui pour certains étaient des pays dont les dispositifs sanitaires étaient assez rudimentaires. On ne sait donc pas quel est le nombre des personnes qui ont pu, transfusées notamment, qui ont pu être contaminées par ces pays à risque, mais il est à parier qu'elles ont été nombreuses. L'affaire du sang contaminé a marqué l'histoire de la santé publique en France. Ce drame hors norme a entraîné de profonds bouleversements en améliorant la prise en charge des risques de santé, mais aussi en servant de référence pour les victimes d'autres scandales sanitaires comme l'amiante, la vache folle ou l'affaire du Mediator. Conséquence aussi, sur le plan politique et judiciaire, en mettant en lumière les dysfonctionnements, les failles du système politique et surtout les faiblesses de l'organisation de protection de la population. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi Kouchner du 4 mars 2002 prévoit la réparation des conséquences des erreurs sanitaires. Plus récemment, la France a ouvert le don de sang aux homosexuels qui en étaient exclus depuis 1983. Ouverture, mais dans des conditions très strictes, avec notamment la demande d'abstinence pendant 12 mois. Une avancée encore discriminante pour certains, précaution nécessaire pour d'autres, mais pour les milliers de victimes de l'ignorance, de la cupidité et de l'indifférence, toutes ces précautions d'aujourd'hui ne feront pas revivre ceux qui croyaient qu'on les soignait, alors qu'en réalité, on leur injectait la mort.